pas vrai que tu peux contrôler les payables, les recevables, les achats, les employés. C'est le problème de beaucoup d'entreprises d'essayer de rouler au maximum avec le moins d'effectifs. Mais se doter d'un contrôleur financier, du moins quelqu'un qui peut te conseiller quand tu es en pleine expansion, c'est vraiment important. Aujourd'hui, à Éclair de génie, je reçois Mme Sarah Ardouin, copropriétaire de l'entreprise Les Viandes Bouvitendre. Ici Thérèse Témélis, experte en recrutement d'ingénieurs et de management pour les industries manufacturières et des technologies chez Toven International. L'entreprise Les Viandes Bouvitendre est spécialisée dans la coupe de viande de haut de gamme pour les hôtels et les restaurants de la grande région de Montréal. Ce que j'aime de cette compagnie familiale est le processus de relève entre père et fille dans une relation de respect et de collaboration. Merci Sarah de me rencontrer par Zoom aujourd'hui, c'est très apprécié. Ça me fait plaisir. Je sais que votre entreprise existe depuis longtemps. Pourrais-tu nous faire un historique de son évolution? Bien, en fait, notre entreprise, effectivement, elle existe depuis bientôt 35 ans. Ça fait bonne 10-12 années maintenant que c'est familial. C'est mon père qui a racheté l'entreprise du propriétaire fondateur. Et puis après ça, ben moi, je me suis joint à l'entreprise il y a déjà 8 ans de ça. C'était positionné différemment, évidemment. Là. À la base, c'était un petit peu plus institutionnel. Quelques restaurants seulement. Maintenant, on s'est positionné vraiment au niveau du service à la clientèle, qualité des produits, tout ça, plus du côté de hôtellerie, restaurant. On a quand même conservé notre créneau institutionnel, une chance. Justement, on va j'imagine probablement en parler tantôt. C'est comme ça qu'on a évolué. Je dirais même humblement qu'on s'est positionné dans tout ce qui est la distribution de viande haut de gamme. Oui. C'est ça, de la coupe de haut de gamme, que moi-même j'ai essayé, que c'est vraiment bon. Merci. Mais toi, c'est quoi ton parcours avant de te joindre à Bouvitendre? Mais moi, j'ai toujours grandi avec des parents qui étaient en affaires, donc c'est sûr que cette fibre entrepreneuriale-là, je l'avais probablement déjà de façon naturelle. Là. Par contre, j'ai quand même continué d'étudier. Je suis allée au HEC, j'ai fait mon bac, j'ai fait une mineure en relations publiques aussi. J'ai tenté la multinationale, donc j'ai travaillé aussi à travers mes études dans le groupe de L'Oréal Canada. Puis après ça, je me suis rendu compte que là, il y avait beaucoup d'avantages à faire justement l'entreprise privée et par le fait même de joindre à l'entreprise, pour faire une entreprise familiale. C'est mon parcours. Ça t'a intéressé de joindre à Bouvitendre, mais pour quelle raison tu as tenté de venir de joindre à Bouvitendre? En fait, je venais, de l'industrie de la coiffure, tout ça, en étant chez L'Oréal. J'ai travaillé aussi avec ma mère, là, qui avait des salons de coiffure esthétique. C'est sûr que je venais pas du tout de l'alimentation. Je l'ai appris en bon français sur le tas. Donc, on m'a montré, j'ai appris par expérience aussi, puis je pense que mon père était un bon coach là-dedans. Qu'est-ce qui était agréable aussi, c'est que mon mari s'était déjà joint à l'équipe avant moi, plus au niveau de la production. Donc, quand j'avais des questions, c'est sûr que c'était rapide d'avoir les réponses. Surtout quand tu es dans le développement de la vente au début. Mon arrivée était principalement reliée au départ au développement des ventes, effectivement. C'est encore ça que je fais aujourd'hui, mais par conséquent, c'est sûr que je fais plus de gestion d'entreprise. Pour utiliser un mot anglais, là, mais at large, là, c'est toutes les entreprises. Ici, surtout familial, on passe le balai. Si on doit passer le balai, on vide les poubelles, on fait du développement des ventes, on fait un peu de tout, mais principalement, mon rôle, c'est le développement des ventes. Comment tu trouves ça, justement, porter plusieurs chapeaux dans une PME? Je veux dire, avec les années, comment tu trouves ça, gérer ça? Je pense qu'on a chacun nos forces et nos faiblesses, qui fait que c'est intéressant, là, justement, d'être partenaire avec mon père. Comment je trouve ça? Je pense qu'on n'a pas le choix. Je n'ai pas à trouver ça bien ou pas bien. Je fais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais moi, je m'occupe beaucoup aussi des ressources humaines. Donc, ça m'aide. Mon père, il fait encore beaucoup d'achats parce que lui, il est ici très tôt le matin. Moi, je peux moins être ici à 5h30, 6h comme lui à cause des enfants. Mais non, ça me va très bien. Je pense que justement, je reviens là-dessus, c'est ça qui est le fun d'avoir un partenaire d'une autre génération aussi. On va probablement en parler tantôt, là, mais d'avoir des différentes opinions puis différentes façons de voir les choses, ça fait que justement, je pense qu'on se place à faire les choses dans lesquelles c'est nos forces. Là. OK. Bien, ça, c'est clair que d'avoir des différentes opinions puis différentes expériences, ça va vous avantager, c'est certain. C'était quoi les défis de votre organisation durant son développement? Quand ça a commencé l'expansion, comment vous avez géré ça durant son développement?
Un des premiers défis, je pense que c'était le fonds de roulement, parce qu'une entreprise qui prend de l'expansion, ça coûte cher, là. Ça coûte cher dans le sens que, tu sais, si on prend notre industrie à nous, ben ça prend de la matière première. C'est pas non plus des clients. Les clients payent pas sur livraison, là. Tu sais, ça marche pas comme ça chez nous, là. Pas juste chez nous, là, dans la distribution. Il y a pas beaucoup de gens, de clients qui paient sur livraison. Donc là, il faut que tu donnes du crédit, il faut que tu achètes plus. Des fois, tu changes de locaux, comme ça a été notre cas à nous. On a dû peut-être investir dans une nouvelle bâtisse parce que là, on prenait de l'expansion, ça prenait de l'espace, un petit peu plus d'employés. On pouvait pas les mettre du tout où est-ce qu'on était auparavant. On a vraiment essayé là, de maximiser le plus, mais on s'est rendu, tu sais, il y a comme un point de non-retour. Là, tu peux pas grandir puis continuer de croître puis que la pente soit ascendante. À un moment donné, tu t'atteins un plafond, puis là, tu as besoin de bouger, faire quelque chose pour continuer ton expansion. Que ça a été un des premiers défis, je dirais, le fond de roulement. L'espace aussi, puisqu'on avait déjà parlé que tu m'avais dit qu'il y avait un triplex que vous étiez au début, c'est ça? Oui, c'était un droit acquis. Le fondateur de l'entreprise avait un triplex à Pont-Viau-Laval. Puis depuis plusieurs années, ça avait été converti avec des chambres froides, tout ça. Là. C'était quand même pas fait dans une cuisine de maison. Là. Mais ça avait été réfrigéré, tout ça, sauf qu'il y avait une porte de réception-expédition. Mais là, ça convenait plus. Oui, il fallait trouver d'autres locaux si on voulait que nos objectifs soient atteints. OK, donc c'est ça. Puis vous avez trouvé cette usine à Laval. Qu'on a remis à neuf complètement. Oui, on a acheté une coquille. On a remis à neuf complètement l'intérieur. Les divisions ont été refaites par le fait même. Tout ce qui est réfrigération, tout ça, ça a coûté une belle petite fortune, mais une fortune qui rapporte par contre parce que ça nous permet d'aller chercher d'autres contrats aussi. D'avoir plus d'espace, ça vous permet de justement avoir de meilleures livraisons. Respecter les normes de salubrité, pas que c'était pas salubre, il faut faire attention à ça, mais respecter toutes les normes fédérales et provinciales qui sont reliées à la salubrité en transformation alimentaire. Ça, c'est vraiment important aussi. Parce qu'il y a un cycle, on peut pas entrer et retourner dans une même salle, dans la même circulation. Donc, ça, c'est vraiment important. Okay. Dans le même sens, pour pas qu'il y ait de contamination. Donc, j'imagine que l'ancienne place, vous n'aviez pas cette option-là de faire... On essayait le plus possible, là, parce qu'on a quand même un souci, la transformation alimentaire, il faut que ça soit le plus salubre possible. Mais quand on a construit ici, c'était dans l'idée d'avoir la certification ACEP, qui est une certification fédérale. Par contre, en explorant les nouveaux contrats qu'on avait, on s'est rendu compte que c'était pas finalement une nécessité plutôt que d'avoir un système de traçabilité. C'est ce que les contrats qu'on voulait aller chercher nous demandaient. D'avoir la certification ACEP, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars par année. On a construit, toute l'usine est construite sous des normes ACEP, donc avec des endroits entre les salles pour nettoyer l'équipement, mais on n'a pas cette certification-là, puis on ne souhaite pas l'obtenir finalement. OK, parce que vous avez d'autres certifications qui vous permettent d'aller de l'avant. Oui, puis on a fait l'investissement l'année dernière d'un système de traçabilité qui nous permet aussi de faire des rappels en dedans de 2 minutes sur un produit. Donc, c'est ce qu'on veut avoir, parce que s'il y a un rappel à avoir sur un produit, ben on ne peut pas se permettre que ça prenne une semaine. Donc, il faut savoir c'est sûr. Puis je pense que les grosses sociétés d'État, pour pas les nommer comme le Casino de Montréal, le groupe de l'Auto-Québec, ils demandent ça, puis avec raison aussi. C'est ce qu'on voulait aller chercher, c'est ce que l'implantation nous a permis de faire. On peut voir qu'il y a d'autres options pour atteindre l'objectif de salubrité. Oui, puis c'est correct parce que je pense que d'avoir la certification ACEP, ça nous mettait en compétition avec d'autres joueurs qui sont beaucoup plus gros que nous. Moi, ça a toujours été ma phrase, là, est-ce qu'on est mieux d'être peut-être les meilleurs plus petits que les moins bons plus gros? Je pense qu'il faut être réaliste aussi vers où on veut s'en aller. Puis c'est pas une question de pessimisme, au contraire. Je trouve qu'il faut être réaliste dans l'objectif qu'on se fixe. Puis je pense que c'était ce qui était le plus raisonnable. On veut offrir de la qualité. Ça sert à rien de grandir si tu offres la qualité. Il faut t'assurer que tu as toujours cette qualité que les gens recherchent. Mais oui, puis tu sais, veux pas se battre contre des multinationales américaines. Non. Pas toujours souhaitable non plus. Les gens de plus en plus veulent acheter local. Là, on le voit avec surtout la vague de la COVID. Quand tu es une entreprise locale, en plus familiale, ça va chercher beaucoup de public cible puis de public interpellé par ça. Je pense qu'on rend la marchandise. Et c'est ça l'avantage. Ça vient de chez nous, c'est chez soi. Donc, on achète québécois. C'est ça qui est bon. On achète québécois, oui. Ça ne veut pas dire que la viande, toute notre matière première est québécoise, mais au moins elle est transformée par
par une entreprise québécoise, puis on fait travailler de la main-d'œuvre québécoise aussi. Mais la majorité de votre matière brute, elle vient de où exactement? On essaie le plus possible d'acheter local, là, tout ce qui est... J'entrerai pas, dans tout ce qui est l'inventaire du bœuf au Québec, parce que ça, on pourrait en parler encore pendant très longtemps. Là. Mais on essaie, quand on dit local, nous, on parle de Canadien. OK, à travers le Canada. D'acheter, oui, Canadien. Canadien, exact. Québécois, donc c'est local. D'accord. OK. Ouais. Donc, c'est pas des produits des États-Unis, c'est des produits du Canada qui sont transformés chez vous. Au niveau du bœuf, des fois, en fonction de ce qui est offert sur le marché, on n'a pas le choix. Mais en général, le bœuf part, mais en général, tout notre agneau, là, on va essayer d'aller travailler l'agneau du bas du fleuve, le bœuf de l'Alberta. Ah oui, ils sont réputés, l'Alberta, pour ça. Effectivement, la province maritime et du Prince-Édouard, qui a une très haute qualité là, dans le bœuf. Okay. Mais ça, c'est un autre sujet. Les qualités de bœuf, là, on pourrait s'en parler longtemps. Mais c'est ça, c'est ta spécialité. Donc, tu en connais de toutes les sortes et les couleurs, disons. C'est un avantage. Qu'est-ce que tu suggères pour ceux qui vivent des expansions de leur entreprise? De ne pas aller trop vite. L'appât du gain, hein, c'est toujours tentant. D'y aller stratégiquement. Et je pense, dépendamment là, de quel genre d'entreprise ou c'est dans quelle industrie, en fait, on se retrouve, mais avoir intégré à notre équipe un contrôleur financier, comme on en avait déjà discuté dans le passé, ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que souvent, les gestionnaires, je vais prendre l'exemple de la génération de mon père, ils ont été habitués à travailler seuls puis à se débrouiller seuls, puis ils ont fait du succès comme ça, mais ils ont moins appris à déléguer. Puis des fois, tu arrives à un moment, ben là, c'est pas vrai que tu peux contrôler les payables, les recevables, les achats, les employés. C'est le problème de beaucoup d'entreprises d'essayer de rouler au maximum avec le moins d'effectifs. Mais se doter d'un contrôleur financier, du moins quelqu'un qui peut te conseiller quand tu es en pleine expansion, c'est vraiment important. Oui, d'autant plus que le contrôleur financier, des fois, il va aller aider au niveau des prêts à la banque, etc. Les subventions. Oui, c'est un bon négociateur, puis ça permet de mettre l'argent à la bonne place. Et j'aurais comme premier conseil. Oui, puisqu'il y a surtout une expansion, c'est assez dispendieux, là, comme dans votre cas. Oui, puis se doter aussi d'un plan de ressources humaines. Probablement que c'est un sujet qu'on allait effleurer aussi bientôt, mais de penser combien d'effectifs je vais avoir besoin, c'est quoi un autre mot en anglais, mon break-even, je fournis, puis je suis capable de produire à combien d'employés? Est-ce que je vais y brûler? Est-ce que je n'ai trop? C'est toujours calculer ton ratio, à savoir si, par exemple, la proportion que tu vas dépenser, si ça va te rapporter. Donc, ça inclut aussi mais pour être efficient, oui. C'est ça. Le contrôleur financier aussi va aller aider au niveau des ressources humaines dans le sens qu'on va parler de la masse salariale, on va pouvoir mieux la contrôler. C'est pas rare dans les entreprises qu'on va voir une masse salariale beaucoup trop élevée aussi. Là. Il y a des ratios à respecter qui parlent d'eux-mêmes. Sinon, si ça gruge ton profit, ça vient plus bénéfique pour l'entreprise. Ça, c'est sûr. Puis justement, on voulait parler de la pandémie. C'est quoi les impacts que vous avez vécus de la pandémie sur votre entreprise et vos clients? Ben en fait, nous, de notre côté, on a perdu 70% environ de notre chiffre d'affaires parce que nos clients principaux étaient restaurants, hôtels. Là, on arrivait proche de la saison estivale, donc tout ce qui est club de golf, etc. Heureusement, on a aussi le créneau qui est hôpitaux, institutions, qui représentait peut-être justement 30% de notre chiffre d'affaires. Fort heureusement, nous, à chaque année, on soumissionne avec les appels d'offres du gouvernement pour approvisionnement à Montréal. Donc, c'est tout ce qui fournit du papier de toilette au port en cube, là, les hôpitaux, centres d'hébergement. Et cette année, on a eu environ, je dirais, 85% des systèmes qui nous ont été octroyés. Fait que ça nous a maintenus en vie là, jusqu'à la réouverture des restaurants. Mais encore là, les restaurants sont quand même assez discrets parce qu'il y a la clientèle qui n'est pas toujours au rendez-vous encore pour l'instant. OK. Ça a été un point critique vraiment important. Puis, ce qui a été difficile comme enjeu, c'était aussi de devoir, comme plusieurs entreprises, couper la moitié de notre personnel. Là, donc. Justement, les changements sont dus à apporter vos méthodes de travail. Vous avez dû changer votre méthode de travail pour votre gestion. C'est quoi les répercussions aussi avec les employés? Couper les dépenses. Et couper les dépenses, c'était aussi couper dans la masse salariale. Donc, ça a été important. Puis, ça a été important de choisir des gens aussi.
on est allé très stratégique au niveau de la polyvalence. Donc, nous, les gens qu'on a coupés, j'aime pas utiliser le mot coupé, là, mais c'est ça qui est arrivé pareil. Les gens qu'on a coupés, c'était des gens qui étaient peut-être moins polyvalents, c'est-à-dire, admettons, un livreur, ben, il pouvait pas aller couper de la viande. Non, c'est ça. Tandis que, admettons, j'ai un boucher, qui, avoir été mal pris, il aurait pu aller faire en fin de sa journée 1 heure ou 2 de livraison. On essayait vraiment d'aller chercher la polyvalence. OK. Donc ça a été un impact. Comment ils ont réagi, vos employés, face à ça? Bien, c'est sûr qu'on en a plusieurs qui ont des petites familles. Il y en a que le conjoint ne travaille pas. Tout ça aussi, c'est arrivé avant qu'on sache l'aide du gouvernement. C'est venu au compte-gouttes aussi au début. Là. Je pense que les gouvernements aussi essayaient de trouver des réponses. Donc, ça a été de la gestion de crise. Comment vous avez géré ça, la gestion de crise? Dis-moi un exemple. On a été le plus conciliant possible, mais c'est le fun, tu sais, avoir de la compassion, tout ça, mais en même temps, nous aussi, là, on était dans l'eau chaude, là, je veux dire, tu sais, fait que là, il faut que tu gères le stress de tes employés, puis il faut que tu gères le tien. Là, tu veux pas avoir l'air égoïste, juste gérer le tien, puis tu peux pas gérer juste le leur, fait que, tu sais, c'était beaucoup. C'est un équilibre qui était difficile à aller chercher, là, quand même. Énormément, oui, énormément. La pression était là. La pression était là. Et comme je dis, l'aide gouvernementale, avant que les subventions arrivent, etc., ben ça a pris quelques temps. Fait qu'il y a eu des moments aussi d'incertitude de dire, ben qu'est-ce qu'on va faire? S'il faut faire confiance justement au gouvernement, ils vont mettre des mesures en place. Mais en attendant, là, avant que ça arrive, ça a créé beaucoup de stress. Ça en crée encore maintenant, mais d'un autre côté, quand on se dit qu'on est tous dans le même panier en tant qu'entreprise, ben ça rassure. Donc là, on sait que tu as eu des pertes financières, mais là, pour les prochains 2 ans, on s'attend à ce que ça va être encore un peu ça, la pandémie est encore là, le COVID-19 est encore là. C'est comment vous allez faire pour éviter encore plus de pertes financières et opérationnelles sur les prochains 2 ans? Comment vous allez-vous viser un nouveau marché? Comment vous allez procéder? Mais je pense qu'on est vraiment prudent, même au niveau de nos achats. Je pense qu'on faisait vraiment des bons achats, mais on est prudent à ce niveau-là. On est prudent aussi au niveau de l'argent des recevables, les clients qui payent. Il y en a beaucoup, d'après moi, qui vont essayer de réouvrir. Après quelques mois, il y en a probablement plusieurs qui vont se rendre compte que c'est pas rentable, donc ils vont fermer. Mais nous, il faut se faire payer parce que c'est notre argent. Ça, c'est vraiment un point critique. C'est aussi un point critique, c'est la matière première. Parce qu'au début de la pandémie, là, on a eu de la misère à avoir du stock. On a stocké beaucoup de choses, même des produits surgelés, parce que pas de matière première. Ça, c'est l'autre défi, on peut pas produire. Il y a eu des abattoirs qui étaient fermés. Fait que ça a causé un manque beaucoup dans le marché. Fait que je pense que là, dans le futur, ben, tu sais, on veut acheter, on veut pas trop stocker, mais il faut être prévu. De prévoir aussi, ouais, c'est ça, d'aller voir la matière première. Est-ce qu'il y a d'autres cas ailleurs dans le monde qui va faire qu'on va manquer de matière. Je pense, entre autres, tantôt on parlait de l'agneau local. J'ai beaucoup d'agneau local, mais j'ai de l'agneau de Nouvelle-Zélande. Il faut surveiller vraiment l'actualité et qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde. Le marché du porc avec la Chine, c'est la même chose. Avez-vous des produits qui viennent de la Chine aussi? On n'a pas de produits qui viennent de la Chine. Non. Mais on sait que le Québec, c'est un gros exportateur de porc. Fait que c'est sûr que là, si tout le porc est exporté là-bas, il n'y en a pas ici, etc. C'est dans ce sens-là. Ah, dans ce sens-là. Donc, s'il y en envoie trop là-bas, il va y avoir un manque pas juste ici. là-bas, mais on parle du roulement de la matière première. OK. Puis ça, c'est votre défi que vous devez faire face. Mais même avant la pandémie, vous faisiez face à ça? Beaucoup moins, non. Ça a été vraiment important avec la pandémie. Donc, avec la pandémie, ça a tout changé la game, finalement. Bien, même on l'a vécu dans la volaille. Il y avait pas de volaille fraîche de ce qu'on achetait, nous, généralement. Comme je disais, plusieurs abattoirs dans l'Ouest canadien, il y en a qui ont fermé. Ça a causé qu'ils n'ont pas abattu de bœuf. Il y a eu moins de matières premières dans le marché, etc. Ça, c'est un des défis. Est-ce que vous allez chercher un nouveau marché? Parce que vous avez dit que vous avez institutionnel. Bon, vous avez aussi les indépendants qui viennent, les particuliers. Bien, c'est sûr que ça nous a permis beaucoup d'accroître notre créneau particulier parce que maintenant, on offre la livraison, là, dépendamment des secteurs aussi. Que ça a été intéressant. On voit qu'il y a vraiment une grosse demande là-dedans. Je pense que dans tous les cas, ça va être créneau qu'on va conserver aussi parce qu'on se rend compte qu'il y a une grande demande, mais on parlait de problématiques puis de défis. Tantôt, nous, on avait un comptoir prêt à emporter.
je peux pas le réouvrir parce que j'ai pas personne pour le faire. Donc là, on fonctionne sur livraison. Il y en a qui se plaignent que le comptoir est pas réouvert. Puis là, on est en décision, est-ce qu'on va finalement le réouvrir ou on va continuer de fonctionner sur commande pour l'instant? Tu sais, c'est tout le temps des peut-être qu'il va arriver ça, peut-être, tu sais, mais il faut continuer à vivre. Est-ce que vous avez mis des plans d'action? Bien, des plans d'action. Je pense que de notre côté, c'est d'être prudent avec nos dépenses puis notre santé financière. Je pense que c'est la clé du succès parce que si les entreprises qui ont été touchées, comme nous tous, par la COVID, qui n'étaient pas en bonne santé financière, je pense que ça les a achevées. Ah oui, c'est d'avoir une santé financière qui est sensiblement bonne. Je pense très honnêtement que c'est ce qui a sauvé les entreprises qui sont encore en vie maintenant. Ben, c'est clair. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez passer à travers la crise, là. On va souhaiter que ça prend moins de temps là, de trouver le vaccin, là, puis ça va calmer assez rapidement. Pour des employés, tu sais, il y en a, la PCU n'est pas terminée. Moi, j'en ai quelques-uns qui préfèrent rester avec la PCU que de revenir travailler. Là, tu te dis, est-ce que je réengage pas? Tu veux rouler le plus maigre possible pour capitaliser le plus, mais en même temps, à un moment donné, ça te prend des effectifs. Et là, tu te dis, OK, je vais réengager, je le réengage à temps plein, il coupe tout sa PCU, il coupe pas sa PCU. Okay, il y a aussi beaucoup de questionnements de la part des employés, là, nous, en tout cas, dans notre équipe, là, il y a des questionnements. Est-ce que je dois enlever ma PCU? Est-ce que tu es capable de me garantir 40 heures? Tu sais, des fois, j'aimerais ça donner la réponse, mais je la connais pas tout de suite nécessairement. Ça dépend des commandes, puis qu'est-ce que vous allez pouvoir retirer de ça. C'est ça, c'est clair. Exact. Pour ce qui est de porter le masque ou l'hygiène des employés, il y a eu une résistance. On avait déjà discuté de ça. Il y a eu une légère résistance au début? Bien, en général, les gens ont porté le masque. À un moment donné, on incluait aussi la visière, mais il y avait... En fait, je pense, c'est ça, là, c'est arrivé avec toutes les nouvelles mesures, etc., ça a été comme bombardé par le gouvernement, puis c'est correct, là, parce que je vais revenir à ce point-là. Je pense que le gouvernement a fait ce qu'il pensait aussi, là. C'est facile à dire maintenant, avec le recul, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, là, mais je veux dire, on était dans la crise, il fallait réagir. En général, je pense que les membres de notre équipe ont été assez courtois pour respecter les règles, mais en même temps, c'était pas juste un rapport de courtoisie, là, c'était une question de respecter la règle pour pas contaminer qu'est-ce qu'on vendait ou pas contaminer d'autres membres de notre équipe parce qu'il faut se rappeler que nous, il restait juste 30%. Fait que s'il y avait un membre de notre équipe qui était contaminé, bien, ça aurait pu être assez désastreux là, dans l'entreprise. Ben oui, c'est clair. Donc, je pense qu'en général, ça a bien été, mais c'est sûr, je trouve qu'il y a des gens qui sont un peu moins soucieux de prendre conscience, de dire, OK, bien, je fais partie du 50% de l'employé qui reste au sein de l'entreprise. Mon poste n'a pas été coupé temporairement, mais il faudrait que je fasse attention aussi à mes déplacements personnels. Qu'est-ce que je fais, qui je côtoie. Je trouve que c'est là que ça a été difficile. C'est pas facile à faire comprendre à tout le monde non plus. De dire, bien, pense plus loin que quand tu viens travailler. Ça, il faut penser à l'ensemble de la population, de l'impact que tu as. Donc, bien, pas juste au niveau de la population, mais quand ils reviennent travailler ici, ils ont été chez Costco, puis ils ont passé la fin de semaine là. Maintenant, on voit que les entreprises, justement, ont mis plusieurs mesures pour désinfecter, protéger la clientèle en place. Mais au début de la COVID, c'était pas comme ça partout. Je pense que c'est là qu'il y avait de la résistance. Quand ils venaient travailler, ils se protègent, le masque rendu chez eux, bien, pense-y, là, qu'est-ce que tu fais? Parce que lundi matin, tu reviens travailler. C'est ça, puis vous aviez des ajustements à faire aussi au niveau de l'équipement, comme la visière. Vous deviez prévoir le fonctionnement de la visière. Ben oui, mais en même temps, la visière en production, nous, c'est à 4 degrés. C'est pas terrible parce que quand ils travaillent la tête penchée pour produire, ben là, ils respirent, ils se créent de la condensation avec des gouttelettes qui pourraient tomber dans la viande. Donc là, ils mettent le masque et la visière? Non, ils mettent pas la visière. OK, ils mettent le masque. Okay. Dans le shipping, dans la réception-expédition, la personne qui est là met sa visière parce que la personne qui est là coupe pas sur la table, la tête penchée à respirer avec une visière. Mais ceux qui sont en production qui respirent avec une visière, c'est pratiquement infaisable parce que ça peut justement créer des gouttelettes qui vont tomber sur la table de travail. Donc, c'est ça que vous deviez comme rectifier, dire, OK, tout le monde porte le masque, on arrête ça là, on fait juste ça, pas de visière à part pour tel secteur. Donc, c'est vraiment réviser tout l'ensemble
pour la prévention, l'ensemble de ton entreprise, pour la prévention et la protection. Donc, c'était pas toujours évident non plus, là, quand même, au début. Oui, puis étant à la moitié de notre capacité d'employés aussi, ben la distanciation sociale était mieux respectée, tout ça. Mais quand on va être toute l'équipe ensemble, verrons-le bientôt, est-ce qu'on va devoir revoir notre environnement pour avoir plus d'espace entre les gens? Peut-être aussi. Là, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. On va juste vous dire qu'on peut se procurer des viandes de coupe de haut de gamme, les viandes bovitendres par la livraison en composant le 450-937-6467 par Internet à www.bovitendre.com et éventuellement, on va voir si le comptoir va pouvoir être ouvert en ayant la personne en place. Puis c'est un comptoir de service qui est au 95 rue de la Pointe-Langlois à Laval. Puis aussi un nouveau site Internet transactionnel. Fait que là, on a investi un petit peu dans ça. Les gens vont pouvoir mieux consulter notre catalogue de produits puis pouvoir commander en ligne ce qui n'était pas disponible avant. D'accord. Alors, parce que j'étais sur votre site Internet, j'ai vu qu'on pouvait commander en ligne, mais j'imagine que vous allez mettre un catalogue. Donc, ça veut dire qu'on va avoir tous les produits, les quantités qu'on peut avoir et tout. Exact. Puis les gens vont pouvoir commander par item directement en ligne, puis ils vont pouvoir soit venir récupérer la commande à notre usine ou on va pouvoir faire la livraison. Ah, c'est vraiment bien. Ben, je te remercie beaucoup, Sarah. C'était vraiment bien. Ça fait plaisir. Oui, bien, en tout cas, je vous souhaite une belle continuation, puis on va attendre que ça tourne pour le meilleur au niveau de la restauration. Donc, on se reparle pour le après-COVID. Après COVID, c'est ça qu'on va faire. Bien, merci. Merci. Vous pouvez vous procurer des viandes de coupe de haut de gamme par la livraison en composant le 450-937-6477 par Internet à www.bovitendre.com ou bien au comptoir de service au 95 rue de la Pointe-Langlois, Laval. Toven International est une firme de recrutement d'ingénieurs manufacturiers et des technologies. N'hésitez pas à nous communiquer pour plus d'informations par notre site internet www.toveninternational.com. Nous sommes là pour vous soutenir.